xam ngeen ñun ñëpp centre bi li nga xam ne moom la ñuy bàkkoo mooy su fekkee nee nañu mbir mi ci 15 heures lay am 15 heures puis ñu commencé suñu nee 16 heures 16 heures puis ñu commencé xam naa ñu bëri si yéen xam ngeen ko ba nga xam ne teel ngeen ñëw mais nag dafa doon ne suñu gan Ahmed Khalifa Niass boromi nit la. alors dëgg-dëgg mënut a ñëw rek te ñenn ñi nga xam ne ñu ngi leen xaar ñu bañ leen xaar xëy na teraanga boobu ak orma boobu. xëy na de temps en temps il faut ngeen may ñu def ci exception daal donc loolu moo tax ñu ngi woon ci biir mais mënuñu woon ñëw parce que dafa am ñu doon xaar ngeen baal ñu àq parce que man je dis toujours que ki fa njëkk a ñëw il y a pas de raison pour xaar ki tardé parce que ki tardé ëpp ko ay soxla donc mais nag ngeen baal ñu ci loolu ci teraanga Sénégal la bokk may rafetlu aussi bés bi lool je crois que ñëpp dégg nañ fii wolof puisque c'est l'emprunt du français du wolof chez le français donc may leen ma wax tuuti wolof. donc rafetlu naa bés bi lool kilifa yi yëpp nekk fi à commencer par monsieur le ministre d'État ak ay anciens ministres ba moo nabi Kalidou Diallo ak monsieur Mbow qui est venu au nom de Iba Der Thiam ak ñëpp ku lim jiw vraiment kontaan nañ lool béréb bi nag loolu moo tax ñu existé foo xam ne bi war nañ ko mën a waxtaan xam-xam parce que xam-xam bi ñaar la te man loolu dafa soxal lool. xam-xam bi nga xam ne borom xam-xam bi day nekk ci bureau fële ci université di ko bind téere génne ci téere wala génne ci benn article mais kooku dañ waxante dëgg am na ñoo xam ne ñu mënuñ ci jot xam-xam boobu mooy xam-xam dëgg mais am na beneen xam-xam boo xam ne bii am na fu la surtout soo ko jàppee fu la mel ni Sénégal nga xam ne lu bari ci population bi demuñ l'école wala soriwuñu fa ngay am ndaje yu mel nii yenn xam-xam yi ñu koy tasaare pour que ñu for ci dara non seulement ci waxtaan yi wala ci rajo yi wala télévision je crois que loolu aussi ponk bu baax a baax la te man loolu dëgg la boo nekkee fii ba léegi dara loolu nañ ci góorgóorlu pour que askan bi population bi mun ci taataan am luñ ci naan mu gën leen ubbil daal ba loolu quoi c'est vraiment monsieur Ahmed Khalifa Niass bi mooy ñaareel bu ñuy ñëw présenté bi sa livre avec mon collègue Cissé. donc monsieur le ministre yéen ñëpp maa ngi leen gërëm donc wax ci lu bari puisque tardé naa loolu leen bëggoon wax rek ne dal leen ak jàmm jërë ngeen jëf merci beaucoup te ñu ngi baalu àq ci tardé bi voilà merci beaucoup. Merci beaucoup chers collègues. Donc nous allons sans tarder je disais merci beaucoup chers collègues. Nous allons sans tarder donner la parole à monsieur Wagan Faye pour la présentation de l'auteur. À la suite de monsieur Faye, je prendrai la parole en tant que préfacier pour faire la présentation du livre. C'est à la suite de cela que l'auteur Ahmed Khalifa Niass prendra la parole pour parler de son livre. Monsieur Faye, vous avez la parole. Donc, merci M. Sen, merci M. Cissé. Avant de poursuivre, nous allons permettre à M. le ministre d'État Ndiaye de se libérer, sans l'avoir remercié d'avoir sacrifié de son temps pour honorer de sa présence cette cérémonie. Vraiment, M. le ministre, si vous avez un mot à dire, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi am mbégte lool bokk ci ñuy teew ci bés bi pour ñu sargal kenn ci doomu Sénégal boo xam ne jëlul xam-xam rek dugal ko ci biiram bañ ko yaatal te njaboot bi jot ci. borom tabaraka wa taala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy premier taalibe ci ñun julli iqra moo tax téere fi mu génn rek dañu jàpp ne ay ngëneel la ëmb rawatina nag téere yoo xamante ne yi daf ñuy fàttali suñu ressource fondamentale muy suñu culture moo tax sans
jàng li nekk ci biir professeur yi nga xam ne ñoo fi nekk ak auteuru téere bi ak sama sëriñ yi nekk ci sama ndeyjoor wër na ma ne tey ku fi teew doo ko rëccu xam-xam moom loo ci am rek yokkute bu rëy a rëy mu ngi sant ñëpp ñi fi ñëw di gërëm ñëpp di am mbégte retrouver toutes les amis da nga xam ne xat-xatu àdduna ndomboy tànk yu tuuti yi nga xam ne buñ la ko wékkee rek daanaka isolé nañ la day tax say xarit yu bëri dootoo mën di gisee ak ñoom à chaque fois que je besoin di remercier nag sama xarit sama sëriñ monsieur Ahmed Khalifa Niass di sama xarit di xaritu président de la République Macky Sall démb balaa tey moo tax léegi nga ma saisir yëgal ma ne gëstu tey bii bëggoon nga ma teew wóor na ma ne bu fekkoon charge présidentielle président Macky bu ko yëgoon dana ñëw ba fii sargal yow ndax yow nit ku baax nga àndandoor la te loolu itam lu am solo la ci suñu askan maa ngi jégalu ci waxtu bay bi mais daal pour ne leen je suis très fier d'avoir été ici ce soir avec vous pour honorer un des grands producteurs de la pensée et de l'action de notre pays, monsieur Ahmed Khalifa Niass. yal na yàlla gën a lawal sa xel ba nga mën a génnee lu bëree bëree bëri mu am njëriñ pour askan wi parce que yaaram ñu lay gërëm di la sant les amis et frères dafa ko séeréer léegi maanaam parce que quand même les Halpulaar n'en déplaise à eux vous êtes supérieurs et ce sont vos machines. Séeréer jaamu yàlla tukulóor jaamu séeréer. Donc dama lay jox président yi xam ne laa koy jox. Amis, sans plus tarder, nous allons poursuivre. Donc nous allons vous présenter l'auteur ici présent, en l'occurrence M. Ahmed Khalifa Niass. Amadou, de son nom de baptême, Ahmed, fils de Khalifa, pour le distinguer de ses nombreux homonymes, est né le 25 décembre 1946 à Kaolack. Sa mère, une chérif Aminata Aïdara, lui a enseigné le Coran qu'il a mémorisé vers l'âge de 8 ans. Ce fut pour ainsi dire sa première langue, c'est-à-dire sa langue maternelle. Le père, Khalifa El Hadj Mohamed, fils aîné de El Hadj Abdoulaye le Grand, continua sa formation par l'exégèse et la panégyrique, le tout autour de la théologie islamique. Le père décède le 1er mars 1959. Il continua ses études dans la zone du lac Kirkise, en Mauritanie. Il suivait ses racines maternelles. Nouakchott n'existait pas alors. En 1962, il se rendit en Tunisie pour se faire admettre au lycée Ibn Sharaf, qui deviendra une université. Il avait alors 16 ans et demi. 2 ans après, il réussit le concours d'entrée aux universités. Il s'inscrivit ainsi en première année à la faculté de théologie et de prédication de la prestigieuse université de Zeytoun, qui est historiquement la 2e université au monde. Parallèlement à cela, il prenait des cours de journalisme à l'Institut Friedrich Ebert, à l'Ebach-Amba, ainsi qu'à l'Institut d'aviation et de météorologie d'El Aoun. En 1966, après avoir décroché sa licence et le diplôme des instituts cités plus haut, il s'est rendu à Paris pour parfaire son
son français à l'Alliance française du boulevard Raspail. De retour au pays, il refusa le fonctionnariat pour aller vivre auprès des talibans de Niassène. Il habita dans plusieurs villages du Saloum. Un apprentissage à la sociologie du terroir. Il continua cependant à s'auto-former comme lui avait recommandé son père, ce qui lui permit de maîtriser la langue de Shakespeare à côté de l'espagnol, du persan entre autres, avec des notions de russe et de portugais, ainsi que plusieurs langues africaines dont le Hausa, le Yoruba, le Pulaar, le Manding, le Soninké, le Swahili, pour ne citer que ces langues. Il bifurqua sur la planète politique où, comme il aime à le dire, il fit son entrée par effraction. Cela l'amena, après une brève initiation au sein de l'UPS, ancêtre UPS, à devenir cofondateur du PDS, dont il dit être le concepteur. C'est là que commença son compagnonnage avec Maître Abdoulaye Wade, le préfacier de son livre Dynamique du Wolof. Plus tard, il créa à son tour en 1979 le HLS Hezbollah Sénégal, le premier à créer un parti de son nom, bien que n'ayant pas eu de récépissé pour non-conformité à la Constitution qu'il appellerait à brûler, la qualifiant de celle de nos faux ancêtres les Gaulois. Le 1er août 2000, il reçut le récépissé de son parti, le Front des Alliances Patriotiques, qu'il installe comme une opposition face à la nouvelle alternance de son ami, Maître Abdoulaye Wade. L'année suivante, il se réconcilie avec lui. Plus tard, en 2005, il fut nommé ambassadeur itinérant auprès du président de la République. De 2007 à 2009, ministre conseiller chargé de la promotion de la nouvelle capitale. Aujourd'hui, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont une autobiographie. Ces ouvrages se bousculent chez les auditeurs. Leur édition sur les 12 prochains mois lui permettront de prendre une année sabbatique par rapport à la politique sur laquelle il continue de publier des éditoriaux, notamment sur Internet, sur un ton sarcastique. Le tout se résumant à dénoncer des relations toujours conflictuelles entre une culture islamique et orientale, celle de la résistance à la colonisation héritée de ses devanciers, et la culture coloniale et post-coloniale conquérante, qu'il qualifie d'exclusive parce que marginalisant l'apport maraboutique et arabisant qui pourtant règne par ailleurs, de manière informelle. Pour donner un coup de ce qui vient d'être dit, il prône de rebaptiser l'Université Gaston Berger, UGB, de Saint-Louis, pour l'appeler l'Université des Grands Bergers. Ce qui pour lui, car pour lui, nous devons notre culture et notre pensée à nos grands bergers dont El Hadj Omar, Samori, Ousmane Danfodio, El Hadj Abdoulaye Niass, Serigne Touba, El Hadj Malick, Limamou Laye, Amary Ndak Seck, Maba Diakhou Ba, entre autres. Voici Ahmed Khalifa Niass qui se présente aujourd'hui dans un domaine où on ne l'attendait pas du tout, parce que son parcours en atteste, ayant commencé par l'école coranique, la Dara, avant d'entrer par effraction, comme j'aime à le dire, dans la sphère politique, la recherche n'est pour lui qu'un brain press auquel il s'adonne entre prière, transaction et les lignes d'un pamphlet politique. Toutefois, avec la dizaine d'ouvrages qui se trouvent, dont le 4e est aujourd'hui présenté, et ce ne sont pas les universitaires de nom qui nous démentiront, au nom desquels je vais citer notre ami M. Cissé, éminent universitaire et spécialiste de la chose. Donc je crois que par cela,
M. Ahmed Khalifa Niasse est entré de plein pied dans la cour des grands. La cour des grands, c'est-à-dire des grands écrivains, des chercheurs de la langue. Merci. Je passe la parole à... Merci beaucoup, M. Faye. Mesdames et Messieurs, vous me permettrez pour la présentation de ce livre avant de donner mon appréciation, de dire sur quoi universitaire que je suis, je me fonde pour donner cette appréciation-là. La vulgarisation scientifique a pour finalité première de mettre à la disposition d'un grand nombre d'individus les résultats d'une recherche scientifique. C'est à cet exercice qui n'est pas ici destiné à convertir tous les francophones, et surtout les francophones sénégalais, en linguistes, encore moins en spécialistes des lexiques, que ce livre, l'auteur de cette brillante étude qui nous réunit aujourd'hui, le polyglotte sénégalais Ahmed Khalifa Niasse. Cet ouvrage, la place centrale du français dans les héritages linguistiques du Sénégal, suscite un intérêt soutenu dès les premières lignes où M. Niasse identifie son objet et le définit de manière très claire. Il s'agit de faire connaître et sa position sur l'origine du Wolof. Le Wolof qu'il présente comme un carrefour de langues aussi bien africaines, européennes qu'asiatiques, et le résultat des échanges linguistiques entre le français et le Wolof, deux langues qui vivent depuis déjà très longtemps au Sénégal. Pour les spécialistes, les linguistes de manière particulière, nous savons que dans la classification des langues du monde, le Wolof est classé parmi les langues qu'on appelle les langues de l'Ouest Atlantique, c'est-à-dire les langues de la famille de ce que l'on appelle le Niger-Congo, c'est-à-dire la branche nord de ce groupe. Le Wolof, que de la fosse appelée sénégalo-guinéen, cohabite, c'est-à-dire partage ce groupe avec le Sérère, du Sine, le Pulaar, le Diola, les langues tchangines de la région de Thiès, le Nout, Sarfen, Palor, Non et le Lekar, et plusieurs autres langues. La famille ouest-atlantique à laquelle appartient ce Wolof cohabite sur le territoire sénégalais avec une autre famille de langues, dite la famille Mandé des langues, qui regroupe le Mandinka, le Malinké, le Bambara, le Soninké, le Diakhanké de Guinée, etc. En plus, une troisième famille de langues qui est présente sur le territoire national et que l'on appelle la famille afro-asiatique, qui est représentée par une seule langue, c'est le assanien qu'on appelle aussi la langue des mots. Le Wolof, dont la forte capacité d'emprunt et d'assimilation n'est plus à démontrer, n'est pas parlé de manière tout à fait homogène par ses différents locuteurs. Il comporte des variétés qui correspondent en gros à l'ancienne division du Sénégal en royaumes. Ces variétés dialectales. Mais là, comprenons-nous bien, le mot dialecte a changé, a évolué de sens. Si, pendant la période coloniale, cela caractérisait les langues qui n'avaient pas une dimension communicationnelle,
Aujourd'hui, quand nous parlons de dialecte, c'est pour référence à ce qu'on appelle les variations régionales d'une même langue. C'est-à-dire que le Wolof tel qu'il est parlé à Dakar n'est pas exactement le Wolof tel qu'il est parlé au Baol. Le Wolof du Baol n'est pas exactement celui du Djambour, etc. Mais ce que l'on constate, c'est que ces variations n'affectent pas l'intercompréhension entre les différents locuteurs du Wolof. Et cela est extrêmement important pour le devenir d'une langue en matière communicationnelle. L'État sénégalais, par décret 68-671 en date du 24 juillet 68, avait attribué aux langues Wolof, Serer, Pulaar, Diola, Mandingue et Soninké le statut de langue nationale. Mais aujourd'hui, ce nombre est largement dépassé. Toutes les langues codifiées sont érigées aujourd'hui au rang de langue nationale en vertu d'une disposition de la Constitution du 7 janvier 2001. C'est dire, mesdames et messieurs, que le Sénégal vit en réalité un vrai multilinguisme. Mais face à ce multilinguisme, que j'appelle un multilinguisme de fait, l'État maintient encore, selon un mot que j'emprunte à un écrivain linguiste, Dominique Maingono, un monolinguisme de droit. Seul le français a le statut de langue officielle, c'est-à-dire une langue que l'État utilise dans l'ensemble de son fonctionnement. Il s'agit là, soulignons-le, d'un centralisme linguistique que l'enseignement du Wolof et de quelques autres langues locales à l'Université de Dakar et dans certains autres établissements ne contribue pas encore à changer. En matière d'enseignement, jusqu'à l'heure où nous parlons de Wolof, de même que les autres langues locales du Sénégal, n'est pas encore un médium, c'est-à-dire une langue d'enseignement. De toutes les langues nationales sénégalaises, le Wolof est la langue la plus parlée. Langue de l'ethnie Wolof, qui, selon les dernières estimations, se situerait autour de 47% de la population, est aujourd'hui utilisée ce Wolof par près de 10 millions de locuteurs au Sénégal. Ce n'est pas gratuit donc que cette langue soit aussi la langue des différentes confréries religieuses du Sénégal qui l'utilisent le plus souvent comme vecteur de transmission et de diffusion du savoir islamique. Même les politiques se l'approprient durant les campagnes électorales, quelle que soit la région considérée, pour mieux atteindre leur cible, les différentes couches sociales du pays. C'est dire, mesdames et messieurs, que comparé aux Français qui, juridiquement, a une position forte et sociologiquement une position faible, le Wolof au Sénégal a juridiquement certes une position faible, mais une position sociologiquement forte. Ce Wolof est aussi présent dans les pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la République de Guinée, la Mauritanie et le Mali. Il est aussi utilisé par la diaspora sénégalaise implantée en Afrique de l'Ouest, Niger, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, etc. En Europe, en France, en Italie, en Espagne. En passant, je dirais même que personnellement, j'ai eu à enseigner le Wolof dans l'Institut français, un institut universitaire, où passent pratiquement tous les diplomates français qui veulent venir en Afrique, c'est-à-dire l'Institut des langues orientales. À ce moment-ci, le Wolof n'était pas encore enseigné chez nous. Aux États-Unis, aujourd'hui, cette expansion fait que
D'un point de vue ethnique, le Wolof tend à devenir un terme neutre désignant toute personne qui n'est pas exclusivement d'une autre ethnie et présente au moins un parent Wolof dans ses descendants. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il est aujourd'hui très difficile pour quelqu'un, citoyen sénégalais, de dire « je suis Wolof ». Il suffit de remonter, même pas très loin, pour se rendre compte qu'il y a un brassage quelque part qui fait qu'il est difficile parfois de se revendiquer de cette vie. Parmi les facteurs qui expliquent ce phénomène constaté par beaucoup de chercheurs, nous pouvons en retenir deux. Tout d'abord, le fait que les tout premiers contacts des puissances coloniales se soient effectués avec les Wolofs. En effet, c'est en milieu Wolof de vire le jour des premiers contrats commerciaux du Sénégal. De faire de l'ère Wolof un pôle d'attraction pour les autres ethnies et de la langue Wolof l'unique langue auxiliaire dans l'administration coloniale sénégalaise. Deuxième explication peut-être, c'est l'urbanisation galopante qui a fait des villes des sortes de creusets où, pour des raisons diverses, sont venues se fondre toutes les ethnies. Et dans ces villes, la langue Wolof est la langue la plus pratiquée. Autant dire, mesdames et messieurs, que la fonction éminemment sociale de la langue Wolof est intrinsèquement liée à l'intercommunication. Langue véhiculaire, le Wolof sert d'instrument pour l'intercompréhension entre les différents groupes ethniques du Sénégal. Il est seconde langue, c'est-à-dire la langue que l'on utilise par superposition à la langue maternelle, pour la majorité des Sénégalais des autres ethnies qui l'utilisent. D'un point de vue strictement linguistique, le Wolof et les autres langues du Sénégal se sont enrichis des apports de toutes les langues avec lesquelles ils se sont trouvés en présence. Force est cependant de constater que l'un des apports les plus importants est celui du français à la suite de celui de l'arabe. Les 1200 emprunts du Wolof au français, fruit de la recherche de M. Niasse, chasseur invétéré d'étymologie, sont là pour le prouver de manière éloquente. Mesdames et messieurs, la production de M. Ahmed Khalifa Niasse qui nous réunit aujourd'hui sur les emprunts du Wolof au français que nous avons l'honneur de présenter nous rappelle à nous autres francophones que la francophonie célébrée en ce mois de novembre 2014 au Sénégal, pays de l'un de ses illustres défenseurs, le poète président de Sédar Senghor, est d'abord et avant tout linguistique. Le mot francophonie n'est-il pas dérivé de l'adjectif francophone qui désigne ceux qui parlent la langue française? C'est, mesdames et messieurs, à vrai dire, qu'il comporte tout naturellement ce terme un sens linguistique. C'est ce sens qui, d'ailleurs, a présidé à la création du terme. En effet, c'est dans le souci de classer les habitants de la planète en fonction de la langue qu'ils parlent qu'un géographe français du nom de Onésime Reclus a créé en 1880 le terme francophonie pour désigner l'ensemble des populations parlant le français. Avec lui est donc formalisée l'idée d'une francophonie linguistique qui ne s'est véritablement affirmée qu'en 1962 avec la revue Esprit dirigée par Jean-Marie Domenac. Certes, s'y ajoutèrent au fil du temps d'autres sens, géographiques, culturels et même techniques,
qui, en 1970, ont favorisé la naissance d'une organisation intergouvernementale qui est devenue aujourd'hui une véritable institution multilatérale. Mais, cela ne doit pas nous faire oublier ce sens linguistique, j'allais dire, cette vocation première. Merci à M. Niasse, grand homme de culture, dont le parcours théologique et religieux est fort impressionnant, de nous l'avoir rappelé, en posant ainsi sa pierre par cette modeste mais combien importante contribution à la solidation de la francophonie qui se nourrit et s'enrichit, à n'en pas douter, de la diversité linguistique et donc culturelle observée dans la majorité des pays francophones. Pour parler de l'ouvrage en tant que tel, retenons, et ça c'est un linguiste averti que nous le disons, que l'étude est bien menée, remarquablement structurée. D'abord, elle fait le point sur l'orthographe du Wolof, conformément à ce qui a été retenu en septembre dernier en Gambie, lors d'un séminaire auquel j'ai eu à participer en tant qu'expert pour l'harmonisation du système d'écriture du Wolof. Ensuite, elle présente le peuple Wolof, son origine et sa répartition sur le territoire sénégalais. Mais il faudrait que l'on s'arrête un instant sur l'origine de ce Wolof. Je ne vais pas m'appesantir outre mesure là-dessus, parce que l'auteur est là et il sait mieux le faire que moi. Mais je vous dis tout simplement que ce qui nous a séduit d'une certaine manière dans la présentation de l'origine du Wolof, c'est que l'auteur, Ahmed Khalifa Niasse, va à l'encontre de ce que nous avons toujours cru jusqu'à aujourd'hui, comme quoi le Wolof et les autres langues qui sont parlées au Sénégal venaient de l'Égypte ancienne. Vous comprenez, je fais allusion à la célèbre thèse du professeur non moins célèbre, Cheikh Anta Diop. Lui, Ahmed Khalifa Niasse, prend le contre-pied, parce que pour lui, il ne faut pas aller jusqu'en Égypte pour s'informer de l'origine du Wolof. Il faut rester dans les limites du Sénégal. Il va revenir certainement là-dessus pour vous dire, pour vous donner sa thèse sur l'origine de ce Wolof. Tout ce que nous savons, c'est que nous, intellectuellement parlons, ce qui nous séduit, ce qui peut nous amener à adhérer à une thèse, c'est la force de l'argumentation. Et il me semble que cette thèse de M. Niasse a été bien argumentée. Je ne prends pas j'ai pas un point de vue là-dessus. Ce que nous disons, c'est que à chaque fois qu'on nous présente une thèse, la première chose, c'est de dire quels sont les arguments qui militent en faveur de cette thèse. Est-ce que ces arguments-là ont été exposés? Est-ce que ces arguments-là ont une certaine solidité? Ensuite, après la présentation de la langue et du peuple Wolof, l'auteur s'est intéressé à la langue elle-même. Et en linguiste averti, moi personnellement, j'avais l'impression que M. Niasse avait une formation de linguiste. Tellement la présentation du Wolof, en s'intéressant tour à tour à son apparentement linguistique, au contact avec les langues environnantes et les différents parlers, cette présentation était très séduisante, très convaincante.
après un bref rappel des différentes phases d'occupation coloniale au Sénégal, M. Niasse a par la suite posé la problématique des héritages linguistiques qui en ont résulté. C'est ainsi qu'il a mis en relief les apports hollandais, portugais, anglais et français au Wolof. On n'a pas parlé des accords arabes au Wolof parce que nous nous trouvons dans le champ européen. Mais, comme je le disais tout à l'heure, quelque part dans mes propos, l'arabe nous paraît, c'est pas nous paraît, c'est même la réalité, la langue qui a le plus influencé le Wolof, parce que cela ne s'arrête pas au lexique, ça va jusque dans la vie de l'individu. Et ce qui est important dans tout cela, c'est que quand j'ai discuté avec l'auteur, je me suis aperçu qu'il était en voie de publier, comme il l'a fait pour le Wolof, un livre sur les rapports du Wolof et de l'arabe. Un ouvrage très attrayant. Avec les 1200 mots du lexique que nous trouvons dans l'ouvrage de Ahmed Khalifa Niasse. Et ce qui fait d'une certaine manière aussi la qualité de cet ouvrage, c'est que comparativement aux autres études sur la même problématique, parce que l'ouvrage, il s'agissait même d'une thèse qui a été par la suite publiée, une thèse de Dumont sur les emprunts du Wolof aux autres langues, on n'a pas dénombré plus de 500 mots venant du français pour les emprunts Wolof. Et lui, il est à 1200 mots. Ça veut dire tout simplement que son étude s'inscrit dans l'enrichissement des études antérieures. Et c'est cela qui est important. Une œuvre peut être originale du point de vue de sa thématique, mais elle peut être aussi originale du point de vue de l'enrichissement qu'elle apporte aux autres œuvres qui ont précédé. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'il faut situer peut-être l'œuvre de Ahmed Khalifa Niasse. Ce qui m'avait fortement impressionné en tant que linguiste, bon, malheureusement cette partie n'apparaît pas dans l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, la part centrale du français, mais plutôt dans son autre ouvrage de français, et qui est le Jolfo, qui n'est pas présenté aujourd'hui. Il nous propose un lexique dit étymologique. Et dans ce lexique étymologique, comme on le fait dans le milieu universitaire, il propose des termes. Et pour chaque terme que l'on appelle entrée étymologique, il dégage ce que l'on appelle la vedette française, la catégorie grammaticale, le domaine, le ou les synonymes, le mode de formation, la traduction en français et un exemple d'emploi en Wolof, puis traduit en français. Comme on le voit, mesdames et messieurs, l'étude de Ahmed Khalifa Niasse, en parfaite conformité avec son référent, nous propose, adopte une approche méthodologique bien maîtrisée et donne des résultats fort satisfaisants qui dépassent le cadre stricto sensu du Wolof. En effet, les mêmes mots du français sont aussi en très grande partie, je ne dis pas la totalité, mais en très grande partie empruntés par le biais du Wolof ou non par les autres langues locales sénégalaises.
le Pulaar, le Serer, le Joola, le Soninké, le Bambara, etc. C'est en cela que réside la deuxième grande qualité de ce travail, qui, parce que préfigurant le nécessaire dialogue des traditions et des héritages linguistiques et culturels dans l'espace francophone, mérite, mesdames et messieurs, d'être porté à la connaissance du grand public. Pour finir, permettez-moi une remarque et une invite. La remarque, on voit nettement par cette étude faite par M. Niasse, né d'après la biographie qui vient d'être faite en 1946, le 25 décembre, il n'y a point d'âge pour la recherche. Il y a point d'âge pour la recherche. Et que je ne peux pas m'immiscer dans la vie d'un individu. Mais en lisant ces textes, en le fréquentant de temps en temps, en discutant avec lui sur ses projets de recherche, je me permets, s'il me le permet, de lui dire que la voie royale qu'il devrait emprunter, c'est certainement la voie de la recherche et non pas de la politique. Nous avons besoin de lui parce que nous avons besoin de chercheurs. L'invite maintenant. Monsieur Niasse, je suis de l'université de Dakar et du département des sciences du langage, où je dirige une section qui est, après avoir fait beaucoup de temps en linguistique africaine et surtout en Wolof, je m'occupe de ce que nous appelons aujourd'hui l'analyse de discours. Cela veut dire quoi? Que j'encadre aussi bien en master qu'en thèse des étudiants qui travaillent sur des productions, c'est-à-dire sur des discours produits par des Sénégalais. Et parmi ces discours, il y a des discours de presse. On a des étudiants qui travaillent sur des discours de presse. Des discours politiques. On a des étudiants qui travaillent sur des discours politiques. Mais aussi et surtout des discours religieux. Et dans l'analyse des discours religieux, j'en ai toujours parlé aux étudiants pour leur dire, nous avons l'habitude, nous qui sommes formés à l'école française, de prendre toujours comme grille de lecture de nos discours et de nos textes des grilles qui sont proposées par l'extérieur et en fonction des paramètres qui ne sont pas toujours les nôtres. Et qu'il est peut-être grand temps que, à côté des grilles de lecture proposées par ces Européens, que nous puissions avoir, nous autres, nos propres grilles de lecture. Et c'est là où je vous attends, M. Niasse. Ne soyez pas surpris un jour d'être invité par la formation doctorale en analyse du discours pour que vous puissiez venir parler à nos étudiants, leur proposer pour qu'il y ait une confrontation entre les grilles de lecture de ces textes. C'est dire tout simplement que pour nous autres de l'Université de Dakar, le repos intellectuel de M. Ahmed Khalifa Niasse n'est pas pour aujourd'hui. Nous avons besoin de vous, nos étudiants ont besoin de vous.
je crois que vous ne déclinerez pas notre proposition. En tout cas, j'ai pris l'initiative de faire cela publiquement, parce que nous avons encore besoin, non pas seulement des chercheurs universitaires, mais de tous les chercheurs. Parce qu'il faudrait aussi que les universitaires sachent qu'ils ne sont pas les détenteurs de la vérité avec grand V. Surtout que l'on sait que cette vérité grand V n'existe pas. C'est pourquoi d'ailleurs je félicite Ahmed Khalifa Niasse d'avoir pris le contre-pied des thèses antérieures et notamment de la thèse du professeur Cheikh Anta sur l'origine des langues. Moi j'ai toujours pensé, et je l'ai toujours dit à mes étudiants, que la vérité d'aujourd'hui peut être l'erreur de demain. Et que le chercheur, ce qu'il doit toujours porter en bandoulière, c'est cette humilité dans la recherche. Et quelqu'un qui a cette humilité dans la recherche ne sélectionne pas les gens avec qui parler, les gens avec qui discuter, parce que le savoir peut être même entre les mains d'un tout petit. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'allais dire. Excusez-moi d'être indolent pour présenter l'ouvrage de Ahmed Khalifa Niasse, que je vous recommande très fort. Nous passons la parole maintenant à l'auteur lui-même. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même d'en venir au poème, appliqué au franc, à la France et à la Navarre, et autres Gaules, nous devons tout d'abord rappeler et me rappeler à la mémoire de mon père Khalifa Al Mohamed Niasse. Lorsqu'il a pu pris sa vertu pour écrire un vers qui demeure dans l'histoire, en écrivant Man khassahu biwadihi al-bayani bayni kulli budur Soudan. Il rend grâce à Dieu pour lui avoir facilité la locution parmi les noirs et les blancs. C'était en d'autres temps, en réponse à Ibn Mayara. Peut-être que ce don du vin du Père a une ramification sur ma personne et du conduit, parce qu'il est très facile de s'exprimer, mais très difficile de se faire comprendre. Si aujourd'hui, vous avez une vision géographique, vous regardez notre zone, vous savez que notre zone vit dans le cadre d'un triangle composé, constitué, 1 par le Nil, 2 par le Sénégal-Niger, les deux se rencontrent à Bafouladé. D'autres lignes, c'est la Méditerranée et l'Atlantique. C'est dans ce triangle que s'est constituée l'histoire. Lorsque vous remontez, même dans les grottes du Grand Sahara et que vous visitez les peintures rupestres, vous allez trouver ces grands hommes clairs avec leurs troupeaux. Et ces peintures ont plus de 10 000 ans. Et ce
ces personnes athlétiques que vous voyez, ce sont les Peuls. Ce ne sont pas des immigrants qui sont venus d'Égypte ou de Syrie ou de nulle part. Ils sont les habitants originaux de la zone qui est située entre la Méditerranée et les fleuves que je viens de citer. Lorsque nous parlons de 10 000 ans, c'était bien avant la construction des pyramides qui, elles, tournent autour de 4 000, 4 500, 5 000 ans pour, si on voit jusqu'à Joseph ou des tentatives de pyramidisation. À partir de ce moment-là, vous voyez dans les peintures de Petre, à côté de ces athlètes, d'autres peuples plus sombres, souvent de taille plus petite, mais de formation plus robuste, et qui, eux, s'occupent d'agriculture. Ce sont les ancêtres communs des Mandingues. Et c'est ce mélange entre les Peuls et les Mandingues qui a permis à d'autres peuples de voir le jour dans cette grande zone. Si vous allez aujourd'hui, c'est les Djerma Sanghaï, dans la boucle du Niger, vous allez trouver que vous avez deux composantes, Peuls et Mandingues, qui ont créé ces peuples. Ces peuples-là, et ça va jusqu'au Burkina, ça va jusqu'au Togo, ça va jusqu'au Ghana, ça va jusqu'au Bénin, ça va jusqu'à l'ouest du Nigeria. Nous ne sommes pas séparés de ces gens-là ethniquement et linguistiquement et sur le plan civilisationnel. J'ai connu personnellement Cheikh Anta Diop. On se rencontrait tous les matins à une période donnée dans son bureau attenant à son fameux laboratoire du carbone 14. Néanmoins, je refuse cette thèse. D'abord parce que trop abstraite. Deuxièmement, très peu scientifique, parce qu'on ne peut pas en matière scientifique accepter des expressions telles que le codère. Le derbe n'a rien à voir avec la matière grise. Que les arabes de chaque Anta me le concèdent. On ne peut pas avoir une pensée parce qu'on pense d'une certaine manière parce qu'on a le codère et qu'on parle d'une autre manière parce qu'on n'a pas ce codère. Il ne peut être ni un frein ni un accélérateur. J'ai à dire dans une grande télévision ici que bien que Cheikh Anta et Senghor ils soient apparus comme étant aux antipodes l'un de l'autre, je dis qu'ils ont en commun de chanter la noire et d'épouser la blanche. Tous les deux. Donc, il s'agissait simplement d'un discours pour mériter son épouse blanche, si nous voulons vraiment descendre comme méandre. Je ne peux pas respecter une thèse qui nous dit que les Wolofs ont un berceau qui s'appelle l'Af et que ce sont des Wallaf, sans le citer, aucun peuple n'ignore où, géographiquement, où se trouve son berceau. C'est un défaut à l'argumentation de Cheikh Anta Diop, reconnaissant. On ne peut pas croire à Cheikh Anta Diop lorsqu'il nous dit que, étant écolier, il a lui-même vu de ses propres yeux, près des rails, à plat écolier, des baobabs sur lesquels se trouvaient des inscriptions, des hiéroglyphes. C'était impossible dans les années 50. C'était impossible. Lorsque lui-même, il nous évoque Yoroboli, avec sa récitation des personnes qui sont venues d'Égypte, les noms évoqués, aucun n'a une consonance des hamidiques que parlaient les pharaons qui se trouvent sur les hiéroglyphes. C'était des noms à consonance souvent arabes, hébraïques. Dans une thèse que je suis en train de parfaire,
Je dis à moins que trois choses ne viennent pour corriger mon ami défunt, le défunt Cheikh Anta Diop. 1. Lorsqu'on dit Wolof, dans le mot Wolof, il y a le Waalo. Or, c'est le Waalo qui est le véritable berceau des Wolof, parce que le premier roi des Wolof, Ndiaye Ndiaye, est issu du Waalo. Et dans le mot Wolof, nous avons le mot Laf qui signifie elle. Et donc cela nous renvoie à une aire du fleuve, ce qu'on appelle un confluent ou un défluent. En l'occurrence la Taoué, qui elle-même se trouve entre Dagana et Richard Toll en plein pays Wolof. Je voudrais bien dire que ce que Cheikh Anta avec ses yeux d'enfant, ce n'était pas des hiéroglyphes, mais des inscriptions hébraïques. Parce que les hébraïques, nous savons que du temps du royaume de Numidie, surtout de Numidie occidentale, qui comprend l'actuelle Algérie, la Tunisie et jusqu'au confins de la Mauritanie, que l'hébreu était la langue officielle et que de là et à partir des oasis, que les Hébreux de religion judaïque ont introduit la circoncision dans notre zone. Il y a même un mot-clé qui résume toute l'action religieuse de ce peuple. Vous avez le nom, le patronyme Djong, la circoncision Djong, les ablutions Django et le lieu de culte Django et la lecture du livre sacré Django. À partir de ce moment-là, nous disons les seuls Égyptiens avec lesquels nous avons été en contact, ce sont les Hébreux qui, après la destruction du temple de Salomon et après les pogroms et déportations, 100 000 parmi eux ont été déportés en Égypte et de là, ils sont passés en Cyrénaïque pour arriver au sud de la Tunisie, dans l'île de Djerba, où ils ont construit la deuxième synagogue historiquement parlant et qui a aujourd'hui plus de 3000 ans. Et de là, c'est de là qu'ils ont pénétré le Maghreb et qu'ils ont converti les peuples berbères. Et il y a eu donc une ramification. D'ailleurs, dans une autre étude à venir, j'explique ce que j'appelle l'unité du souci. Parce que vous savez que les berbères sont appelés des soucis. Mais dans la boucle du Niger, on appelle ça le soso. Or, le soso et le souci ne font que. Et il y a de nombreux patronymes, dont Cissé, dont Sassi en Afrique du Nord, dont Suissi, qui attestent de cela, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et je voudrais, je ne cherche pas à démolir Cheikh Anta, mais j'ai le devoir de le corriger. Dans le bon sens. Pourquoi trouve-t-on les inscriptions hébraïques sur les baobabs? Parce qu'il faudra revisiter la notion de Gouimbid et en moyenne de Gouimbili. Le Gouimbili et le Gouimbid ne font que. Parce que vous avez de grands baobabs qui sont dans le creux, la partie creuse peut être aussi grande que l'endroit où nous occupons et qui pouvaient abriter les circoncis pendant les périodes de convalescence. Et d'où le nom de Gouimbili. Et ces Gouimbili-là, il y avait là-dessus des inscriptions hébraïques, donc pour protéger les circoncis, d'où la notion de Gouimbili. Nous savons aujourd'hui que le khalife général des Mourides est le propriétaire de la zone dite de Gouimbili à Touba. Et ce n'est pas les seuls Gouimbili. Les Gouimbili sont très répandus
dans la zone du Baol et du Cayor. Donc là, c'était pour aider Cheikh Anta Diop sur le plan des hiéroglyphes, qui n'étaient que des inscriptions hébraïques. Cela dit, donc le peuple mandingue a toujours été sédentaire et le peuple peul a toujours été normal. Et il y a toujours une complémentarité entre les uns et les autres. Je vous donne un exemple. Si vous prenez, d'abord si vous regardez l'histoire du Baol, on vous dit que le premier souverain du Baol s'appelait Kaya Magan. Mais c'est le même titre que portait le roi du Ouagadougou, c'est l'empereur du Ghana. Soit le premier Kay, c'est pas Kay, c'est pas Kay-Bou, mais Kay, c'est-à-dire la couronne de laurier que portait le roi, n'est-ce pas, pour adoucir le pays qui est censé être porté sur sa tête. Donc, comme les femmes le font avec les bâtis. Donc le premier Kay était, soit il était un suzerain du Ouagadougou, soit lui-même était le Kaya Magan local. Et d'ailleurs, dans la lignée des premiers Kay et d'Amen de Cayor, il y avait bien les Ouagadougou. Mais si vous voulez par exemple, dans le mythe de Latsukare, mais c'est exactement la répétition du mythe de Souniata Keita. Vous avez le film qui va marcher, mais grâce à qui? Grâce à Ngari, son oncle maternel, qui lui est un peuple. Qui l'aurait soigné et qui l'aurait aidé à marcher, et qui lui aurait donné donc un bâton, pour qu'il s'appuie là-dessus, pour qu'il puisse marcher. Donc nous sommes bien sous une civilisation où nous avons deux dominantes, une Peul, une autre mandingue. Et cela nous le retrouvons partout, même dans le fameux Sédou Baor. Sédou, c'est une déformation du mot Peul, Sédé, les noirs, et Baor, c'est un archaïsme pour parler des bas, c'est-à-dire des Peuls. Le Peul est un bas par excellence. Parce que pour le Tigui, Kobedeyo, qui a dû donner à un moment donné, dans une grammaire peut-être devenue archaïque, au lieu de dire Bababé, de dire Baor. Donc, si nous revisitons, si aujourd'hui, prenons autre chose, allons-y voir, allons-y en plein Cayor et en plein Baor, et cherchons dans les patronymes. Tous les patronymes, plus de 90% sont des patronymes mandingue, sinon Peul. Qu'est-ce que vous allez trouver? Touré, Silla, Diakate, c'est-à-dire Diakité, Doukouré, il y en a Kholé, il y a des noms mandingues. Et sinon c'est Diallo, Sow, Sal, est-ce que on va repérer Diallo? Dis-moi si Diallo est sur Peul, si Diallo est sur off. Ah, man de Sall laa sant waaye Wolof la, Sow laa sant waaye Wolof la, c'est pas possible. Donc le Wolof, c'est le parler de Jolof Mbeng, et les mandingues disent Jolfo et les Peuls disent Jolfo. Personne ne dit Wolof. Wolof, c'est une déformation de Jolof. Pourquoi j'ai choisi ce titre Jolfo? Parce que ce sont les habitants du Jolof. Bon, Jolof est un mandingue, c'est le cousin de Souniata Keita. Il est venu en suivant le fleuve, donc avec une infanterie importante. Il a créé son royaume, mais il est venu en pays Peul, c'est-à-dire le fameux Namandiou. En d'autres termes, le Ferlo. Et au Ferlo, ces deux peuples se sont comparés. Et Wolof est né là, parce que le Ferlo s'appelle aussi Jolof. Donc, vous avez compris. Aujourd'hui, si vous habitez dans un quartier,
où vous êtes soninké et que votre enfant est wolof et qu'il joue avec des enfants wolof, à chaque génération, il va y avoir des mots communs, mais provenant des anciens mots. C'est comme ça que le wolof s'est créé. C'est pourquoi quand il dit lal, c'est arrêté l'eau. Quand il dit yard, c'est arrêté yarde. Quand il dit nak, c'est arrêté nagge. Naaj, nange. Wërsëg arzigi. Donc wërsëg arzigi. Xale cukkale bi ne kale. Il y a pas photo. Quand vous avez ça, ils sont koto. C'est koro. Muso koro. Koto, c'est mon koto. Au Saloum, on dit facile de photo. Au dori. Donc il va y avoir une samba de voilà. C'est d'abord. Mais c'est comme ça, aussi simplement. Il n'y a pas à faire de théorie par-ci, par-là. C'est un mélange de Peul et de Mandeng qui est devenu le Wolof. Mais quand même, il ne faut pas mourir bêtement. Il faut savoir d'où nous venons, d'où vient notre langue, qui sont nous. En réalité, nous sommes qu'un. Cette division apparente, Soninké, Bambara, Sof, elle est capable. Et je vous donne le mot-clé aussi, un autre mot-clé. En Wolof, on dit Tchofal, on dit Sos, Tchofal, on dit Sosé, Tchofel, Tchofal, là, le Tchofel. Tchofal, là, le Tchofel. Et partout où on passe, les toponymes sont des toponymes mandés ou Peul. Car Welengara, c'est Peul. Welengara, c'est Peul. Bababe, c'est Peul. Et c'est dessus. Dialoubé, c'est Peul. Quand un village s'appelle Gada, c'est Peul. Voilà. Quand c'est par Mandeng, c'est Peul. Et là, les Wolofs ont fait une synthèse et nous sommes un excellent peuple métis. Et c'est de la même manière que les Wolofs se sont mis à récolter les mots sur les autres, quelquefois à les charcuter pour pouvoir les utiliser. C'est valable pour le français, c'est valable pour l'anglais. Pour l'anglais, quand vous dites 15, et il dit 15, tu vas le dire 15, mais c'est 15, 15. Quand vous dites une piece, c'est pièce, one piece. Quand on vous dit amsit, tout sit. Quand on vous dit par exemple, bon, il y a des anglicismes anciens. Voilà, donc, j'ai appris 600 mots anglais sur lesquels je vais faire un fascicule comme ça. Pour l'anglais, et peut-être que vous allez nous aider à le faire. Voilà, nous avons 1800 mots. Voilà donc, décortiquer le Wolof pour que demain, si votre fils ou votre petit-fils vous dit pas que vous nous dites, c'est un pot. C'est comme ça. Donc ici, il y a 1200 mots, mais en réalité, il y a 1500 mots codifiés. Votre programme du français, plus 300 mots qui concernent des patronymes et des toponymes. Maintenant, pour le français occupe à peu près deux grands domaines. Le domaine culinaire et le domaine technique de la mécanique. Par exemple, le domaine culinaire, tout ce qui est culinaire pratiquement, salade, mayonnaise, l'ail, pomme de terre, tomate, vinaigre, ordre sel, sable, fromage, beurre. Voilà. Donc, vous y allez par la fourchette. C'est ça. Super. Tu fais super. Douter, c'est quoi? Douter, il est douter. Mais c'est comme ça. Vous allez dans le domaine de la construction, vous allez dans le bâtiment, moule, brique, tunnel, marteau, tournevis, scie, maçon, menuisier, pente, film de fer, par
parenthèse, la chaux. Mélouse, xam nga mu ñëwee Mélouse, ça veut dire la ville de Mélouse. Que ñu ko doon defar c'est une fabrique. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas compliqué ñu naan la muy non man lu tax lu leer naa ñu la bu la ko wax dañu di ko comprendre. Mais c'était quand même à codifier lii boo ko jëlee nga ko solo boo xoolee la partie lexicale bi dana xam lii fan lañ ko jëlee. Donc à partir de ce moment-là, je voulais que les choses soient claires. Donc, mais la thèse chère antérienne sur la génétique, la matière linguistique, c'est trop abstrait et pratiquement on y navigue en solitaire. Mais comme ça permettait en son temps, les gars dans Soumba, c'est-à-dire parler abstrait, comme ça tout le monde, personne ne comprend, oui, il faut savoir comment ça. Non. Moi j'ai dit, la science que j'apporte, c'est une science pour le peuple. Pour que tout un chacun puisse l'apprendre et comprendre et faire comprendre. Je ne vais pas être long et kilométrique, mais ce qui est important, c'est que on comprenne que les apports linguistiques, ça existe. Ça ne veut pas dire aussi que nous n'avons pas apporté aux autres. Parce que les Sénégalais, le Wolof et de la Mauritanie, ils sont d'ailleurs un. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Waro. La capitale du Waro s'appelle Ndioubel. Aujourd'hui, si vous dites Ndioubel, ça se trouve, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Ce Ndioubel, c'est où? C'est en Mauritanie. C'est l'ancien bureau, capitale historique du Waro, qu'on chante tant et on ne sait pas où ça se trouve. Ndioubel, moi, Rosso Mauritanie, moi, Ndioubel. Donc ñu naan Ross Béthio parce que y avait un roi qui était le Béthio et après les femmes ils ont dit le petit Maïda c'est comme le Béthio muy jiitu leneen topp ci quoi quelque sorte mais Béthio buur la daan falu moo daan jiitu ñu topp ñu ne njiit laay bi vous avez compris Voilà donc ce que je voulais dire pour l'instant. Vous savez que j'ai écrit ce livre, mais je n'ai pas voulu l'exposer dans l'autre cadre. Parce que si on doit retenir de moi quelque chose, je voudrais qu'on retienne de moi d'être un grand résistant à toutes les formes de colonisation, toutes les formes anciennes ou nouvelles, toute colonisation linguistique, culturelle, monétaire, militaire, tout ce que vous voulez, économique, je suis contre. Et donc je ne me soumettrai jamais. C'est pourquoi j'ai fait abat ce livre, il sert une certaine France. Mais le Sénégal ne doit pas se soumettre. Moi, je voudrais que le Sénégal, et il est dans l'intérêt du Sénégal, de quitter la langue française, comme le Gabon, comme le Vietnam, comme tous les pays qui décollent. Parce que le français lui-même est un frein. Quand vous parlez français, vous arrivez à Hong Kong, on va penser que vous parlez le Diola ou le Manding. Personne ne connaît. Le français, c'est 200, en réalité, c'est 180 millions de locuteurs, auxquels on ajoute des assimilés. Quand vous prenez un pays de 30 millions de personnes, où il y a 500 000 personnes qui parlent français, et que vous dites que le pays est francophone, ce que vous dites n'est pas vrai. Mais quand vous dites qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui parlent chinois, c'est vrai. C'est ça la différence. Donc nous, on s'accroche à une langue qui va nous cloîtrer. Mais vous n'êtes pas compris à New York, vous n'êtes pas compris à Hong Kong, vous n'êtes pas compris à Singapour, vous n'êtes pas compris à Tokyo, vous n'êtes pas compris au Caire. Mais enterrez cette langue, sinon elle va vous enterrer. Si j'avais le choix, j'aurais pris comme langue internationale le chinois. Donc ça vous permet tout de suite d'être compris par 1,5 milliard de personnes. On pourra faire commerce avec eux, ça nous suffit. Nous sommes que 15 millions. Et peut-être pour, comme langue locale, de prendre le peul,
Parce que bien que tu parles le peul, celui qui est au Nigeria, il te comprend. Celui qui est en Guinée-Bissau, il te comprend. Celui qui est en Guinée-Conakry, il te comprend. Celui qui est au Mali, il te comprend. Et ainsi de suite, jusqu'à Djibouti, on vous comprend. Donc nous utilisons des langues qui nous enferment. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Le prochain livre pour décembre, ça va être le livre sur la place de l'arabe dans l'Europe, à peu près 1800 mots. Ensuite, il y aura les langues européennes dans lesquelles se trouve l'anglais pour à peu près 1000 mots. Et tout ça sont des rapports au Wolof. Il y a la grande thèse que je fais sur la linguistique comparée, telle que je la présente et telle qu'elle a été présentée par mon défunt ami Cheikh Anta Diop. Et il y a d'autres écrits qui vont suivre sur l'économie, sur la politique. Je voudrais ici remercier le WAC, notre ami le professeur Sen, qui est l'ami de tous, qui est un citoyen Saloum comme moi, et aussi l'Harmattan. Je l'ai dit l'autre jour, beaucoup de plumes étaient sèches et il les a desséchées en apportant l'encre qu'il faut. Il nous a rapprochés parce que l'Harmattan était à Paris. On ne savait pas comment les trouver. Aujourd'hui, l'Harmattan est à Dakar et M. Diallo fait du Diallo. Voilà. Allez. Voilà. Donc, comme le professeur Cissé est parti, il a un collègue ici, c'est le professeur Kadimou Diallo, monsieur le ministre, le bonjour. Voilà, on va vous demander peut-être de modérer le reste de la séance. Alors, je vous fais savoir tout simplement qu'il y aura une tranche questions ou contributions du public et puis éventuellement une réaction de l'auteur, mais surtout qu'il y ait assez de temps pour qu'il puisse dédicacer les livres. Et je crois qu'il a prévu un petit dernier, j'ai dit des choses qui passent le temps.